Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Timon. Au niveau des bateaux militaires, des bateaux marchands et de transport, les Romains, eux autres, il a fallu à un moment donné qu'ils copient les bateaux des Carthaginois, qui étaient plus fonctionnels, qui allaient plus vite dans la Méditerranée pour faire la guerre, etc. Donc, une fois qu'ils ont pris possession de leur bateau après un conflit, ben, ils ont tout calqué ça, ils ont copié ça, ce qui leur a permis par la suite de rebattre l'Empire carthaginois et puis de naviguer partout, de prendre tout le commerce, le contrôle du commerce en Méditerranée. Puis là, pour s'orienter à distance, les Romains utilisaient le fameux phare d'Alexandrie qui avait été fabriqué avec du granit rose, qui produisait de la lumière à distance pour orienter les bateaux, afin d'éviter qu'ils fassent des naufrages, qu'ils se perdent dans la nuit. On avait créé un système d'alimentation lumineuse qui fonctionnait par des feux continuellement allumés de nuit. Puis les feux, eux autres, même s'il n'y avait pas beaucoup de bois en Égypte, bien, on apportait des combustibles sur place. Puis là, le feu qui était fait probablement en bas ou en haut de la tour, là, bien, il était réfléchi avec des miroirs, avec des lentilles pour essayer de concentrer la lumière vers un point précis en haut. Puis que ce point-là, lui, était visible d'une bonne distance de la Méditerranée. Là, on parle jusqu'à 50 km de distance. Ça, c'est comprenant le fait que la Terre est ronde, donc habituellement, à partir de 30 km et plus, ça commence à être difficile de voir un point, là, parce que la Terre, elle tourne, donc tu ne peux pas voir complètement au bout. Il y avait supposément à la tour, au phare d'Alexandrie, un système sonore également qui agissait comme une alarme, où est-ce que là, on chauffait un petit contenant, une espèce de chaudière, puis que quand les vapeurs devenaient très fortes, bien là, il y avait une trompette au bout, où on pouvait ouvrir la valve pour créer un son puissant qui pouvait être entendu là, partout autour du phare d'Alexandrie. Ce phare-là était une des plus grandes merveilles du monde de l'Antiquité. Il aurait resté jusqu'en 1300 après Jésus-Christ. Donc, il a été effectif, il a fonctionné pendant 1600 ans. Sauf qu'après un tremblement de terre en Égypte, dans la ville d'Alexandrie, ben, le phare finalement a tombé là, partiellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait quand même où est-ce que la base allait, où est-ce que les vestiges principaux sont restés. Même s'il y a une partie de la ville qui a été enfouie, car avant ça, la ville d'Alexandrie était beaucoup plus étendue. Puis aujourd'hui, ben, il y a plusieurs centaines de mètres qui sont dans l'eau. Il y a des explorateurs, il y a des archéologues qui vont chercher des poutres, qui vont chercher des colonnes, qui vont chercher des statues. À toutes les années, tout ça c'est répertorié. L'ancien port de la ville d'Alexandrie est également enfoui à côté, là. Donc c'est pour ça que le fort d'Alexandrie, lui aussi, il a été partiellement là, absorbé par la montée des eaux. Les Romains, ce qu'ils installaient par contre, eux autres, en haut des montagnes, c'était des tours, des temples, avec des espèces de paratonneurs qui permettaient d'attirer la foudre. Donc ça, c'était dans les cérémonies pour montrer l'adoration vers leur Dieu, parce que les autres ils étaient polythéistes. Puis la tige était faite un peu selon le même principe que Benjamin Franklin a créé son paratonneur 1700 années plus tard. Puis ça, ben, en fait, ça leur montrait comment ils pouvaient dominer la foudre en l'attirant comme ça au sommet des montagnes. Un autre phénomène aussi qu'ils avaient compris par rapport à l'électricité, pas celle des éclairs, mais celle de l'électricité statique. Ils s'étaient aperçus qu'en frottant deux surfaces ensemble, par exemple une plume avec une pierre ambrée,
ben ça faisait en sorte que quand on rapprochait la plume avec l'ambre, ben la plume était attirée sur l'ambre. Donc, il avait compris qu'il y avait un phénomène électrostatique entre les deux. C'est sûr qu'il ne pouvait pas complètement décrire les forces à l'époque, sauf qu'il avait vu qu'il y avait une certaine force là, qui était à l'œuvre. Puis ça fait 3500 ans. Donc, ça fait quand même assez longtemps. Mais les Romains, ils faisaient des études scientifiques, entre guillemets, là, pour l'époque. Il y avait des études très, très poussées sur tous les phénomènes qu'ils trouvaient. Ensuite, ils écrivaient ça dans des livres. Puis essayaient de se monter une connaissance tranquillement, pas vite, pour construire une civilisation de plus en plus grande, de plus en plus puissante. Donc, les archéologues ont également retrouvé des vestiges que les Romains auraient récupéré la fameuse pile de Bagdad. Ça, c'était vers 250 avant Jésus-Christ. Puis la pile de Bagdad, elle, on ne sait pas exactement à quoi ils s'en servaient en Irak, sauf que les Romains, eux autres, ils s'en servaient pour dorer les métaux. Donc, dans le fond, en utilisant une pile, la façon de construire la pile, c'était dans une jarre. On installait, les Romains, eux autres, il y avait une technique particulière, là. Bon, ils installaient un tube de cuivre qui avait une forme de cylindre, puis on prenait de l'autre côté une tige en fer, où est-ce que ça s'était connecté là, à l'extérieur de la batterie. Puis à l'intérieur, on plaçait un liquide qui pouvait permettre l'échange d'électricité, des ions, avec par exemple du vinaigre. Puis les ions circulaient à l'intérieur, puis là on connectait, comme je vous expliquais, avec un fil à l'extérieur, puis ça permettait de produire des batteries qui donnaient approximativement 1 volt d'énergie. Puis avec ça, les Romains, eux autres, ils pouvaient dorer des métaux en utilisant une solution riche en atomes d'or. Puis là, ils mettaient ce liquide-là avec des atomes d'or pour que, comme liquide baignant, là, ensuite, ils rajoutaient un objet d'un métal moins dispendieux, comme l'argent. Ça, ce que ça permettait, c'est que l'argent, lui, en étant soumis à de l'électricité, à l'intérieur de la solution vinaigrée, les atomes d'or, eux autres, tranquillement pas vite, vu que l'argent, lui, il était groundé, il était plugué sur le courant électrique, mais ça lui permettait, lui, d'attirer les microparticules d'or pour qu'elles se collent à la surface et puis que ça crée une espèce de plaquage de type artisanal. Ainsi, probablement, il y en a certains qui ont sûrement fait des fausses pièces d'or qui étaient des pièces d'argent, puis qui ont créé des différents objets en or pour ensuite leur vendre sur le marché. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que probablement que ça servait uniquement à dorer des objets pour l'apparence. Ça évitait de construire des objets complètement en or, ce qui coûtait beaucoup plus cher. Parce qu'en Europe, les autres, il n'y en avait pas tant que ça de l'or. C'est pas comme les civilisations Maya, Inca, Aztèques, ou est-ce qu'eux autres, en Amérique du Sud, de l'or, il y en avait beaucoup. Puis eux autres, on va le voir prochainement dans une autre conférence, qui ne s'en servaient pas comme monnaie, mais plutôt comme objet d'adoration, objet sacré. Les piles romaines, les piles de Bagdad, ça pouvait se connecter en série, ce qui donnait plus de puissance au bout, là. Un peu comme les systèmes actuels, quand on connecte des batteries en série ou en parallèle, etc. À cette époque-là, ils avaient fait des expériences qui leur permettaient de voir qu'ils pouvaient produire une plus grande capacité de voltage en additionnant les batteries ensemble, même si c'était des batteries quand même assez primaires, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, par la suite, en Europe, ils ont fait d'autres inventions, mais aujourd'hui, on sait que juste avec un citron, on peut réussir à faire allumer une petite ampoule. À l'époque, ils avaient réalisé à peu près les mêmes principes de base de la physique, de l'électrostatique, de l'électricité en général.